De retour en direct sur TV Finance, donc avec Xavier Fenot au téléphone, associé chez Interactive Trading. Xavier, on va maintenant passer aux indices américains. Alors je rappelle très rapidement que la bourse de Paris clôturait hier en hausse, plus 1,26% pour le Dow Jones, plus 1,27% pour le S&P 500, plus 0,89% pour le Nasdaq Composite. Du coup, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre et surtout quelles sont les positions que vous conseillez de prendre? C'est plutôt une bonne nouvelle tout ça pour vous? Globalement, effectivement, les indices américains, de toute façon, surperforment les indices européens depuis maintenant quelques temps. C'est-à-dire qu'on a parlé tout à l'heure du CAC 40 qui était plutôt dans une tendance baissière depuis le début de la semaine. Si on regarde le SP 500, finalement, depuis quasiment 15 jours, il ne bouge pas. Il est toujours autour des 2720 points à peu près. Sur le SP 500, même, on est dans une tendance haussière depuis le début du mois d'avril, dans ce qu'on appelle un canal ascendant. Et je préconisais, donc en début de semaine, tout simplement, d'attendre éventuellement si on avait peut-être un petit trou d'air sur les 2780 points sur le SP 500. C'était tout simplement une zone support très importante pour les adeptes d'analyse technique. Encore une fois, c'est un support horizontal, mais également la moyenne mobile à 50 jours et le point de passage de la bande basse d'un canal ascendant. Donc c'était véritablement une opportunité d'achat pour rentrer sur les indices américains, sur le SP 500. Pourquoi? Encore une fois, parce que d'un point de vue vraiment très large, les indices américains surperforment les indices européens. Alors pour les différentes raisons dont on a évoqué tout à l'heure, on a notamment une croissance qui est vraiment très bien installée pour le moment aux États-Unis. On a quelques inquiétudes autour de l'Italie en zone euro. Donc on a toujours cette décorrélation vraiment totale entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe sur les indices en zone euro. Et là, ce qu'on voit également, c'est que même l'euro-dollar finalement n'a plus d'effet sur cette décorrélation entre les indices européens et les indices américains. Donc là, pour le SP 500, pour ceux qui ont loupé justement l'opportunité d'achat sur 2680 points sur le SP 500, on est toujours dans une phase de latéralisation horizontale, donc latéralisation qui succède à une tendance haussière. Donc d'un point de vue vraiment purement technique, on a 75% de chances de sortir par le haut de cette phase de consolidation horizontale et donc de franchir la zone de résistance des 2740 points. Donc je préfère, dans le contexte véritablement actuel, et ça fait 2 semaines que j'en parle, je préfère être à l'achat, chercher des opportunités d'achat sur les indices américains, si on revient sur des zones support tout simplement, comme on l'a fait il y a 2 jours, et d'être plutôt short, d'être plutôt vendeur sur les indices européens qui, eux, sous-performent. Ce qui permet justement, lorsqu'on a après des mouvements de marché, justement, de favoriser justement les positions acheteuses lorsque vous avez des indices américains qui montent de manière beaucoup plus forte que les indices européens et vice-versa. Donc à l'achat sur les indices américains, on a parlé du S&P 500, un mot peut-être sur le Dow Jones ou le Nasdaq, Xavier? Oui, alors le Dow Jones, on est également dans une phase de latéralisation. Alors le SP 500, lui, surperforme légèrement vraiment l'indice Dow Jones. Sur le Dow Jones, on va toujours privilégier effectivement de la même manière que sur les SP 500. De toute façon, tous les indices américains, après globalement, évoluent de manière plus ou moins corrélée, avec toujours des notions de surperformance et de sous-performance. Mais là, c'est vrai que le SP 500 est quand même beaucoup plus fort que l'indice Dow Jones, mais là encore une fois l'indice Dow Jones lui a atteint sa zone support, c'était il y a 2 jours, sur les 24 450 points. Donc là c'est la même manière que sur le SP 500 d'un point de vue vraiment purement technique, moyenne mobile à 50 jours, précédente résistance qui fait maintenant office de support. Donc là on est dans une phase de stabilisation, on devrait, alors encore une fois d'un point de vue vraiment purement technique et statistique, on devrait normalement sortir par le haut de la phase de latéralisation actuelle, c'est-à-dire franchir les 24 800 points. Alors, je ne pense pas qu'on franchisse ces zones de résistance, que ce soit sur le Dow Jones ou sur le SP 500, avant demain à 14h30. Je rappelle que demain à 14h30, il y a le NFP, donc l'emploi mensuel aux États-Unis, qui est véritablement un indicateur de croissance, je dirais, un peu économique aux États-Unis, et ce qui aura bien évidemment après un impact sur les perspectives du marché, l'anticipation des marchés, de savoir ce que va faire la Fed en fonction de sa politique monétaire, etc. Donc ça va véritablement avoir un impact sur le marché. Donc en attendant, je ne pense pas qu'on sorte sur le Dow Jones de la zone 24 800, 24 400 avant demain 14h30. On verra si le NFP a un impact justement à ce moment-là. Mais là, encore une fois, dans le contexte actuel, je préfère être acheteur sur les indices américains pour le moment et être vendeur plutôt sur les indices européens. Rapidement aussi, on a évoqué le Nasdaq, donc pareil, position acheteuse et même scénario un petit peu que Dow Jones ou S&P 500 du coup.
Oui, le Nasdaq effectivement surperforme alors largement le SP500 et l'indice Dow Jones. Là, c'est beaucoup plus clair, c'est-à-dire que là, on a même un triangle ascendant, c'est-à-dire vous avez même une latéralisation avec des plus bas qui sont de plus en plus hauts. Donc ça matérialise vraiment la tendance haussière et un peu la pression acheteuse, je dirais, qu'il y a vraiment sur le Nasdaq. Là, on pourrait tout à fait effectivement avoir une accélération haussière beaucoup plus importante, si elle a lieu bien évidemment, mais une accélération haussière beaucoup plus importante que sur ses homologues, que ce soit le Dow Jones et le SP500. Donc là, pareil, voilà, sur le Nasdaq, on pourrait bien évidemment toujours privilégier les positions acheteuses tant qu'on ne repasse pas sous les plus bas de la semaine, par exemple, toujours privilégier les achats avec toujours 75% de chances de sortir par le haut et de franchir la résistance qui pour le moment ne cède pas depuis 2 semaines, mais qui pourrait tout à fait céder, pourquoi pas pendant le NFP, en tout cas après le NFP demain après-midi. Alors Xavier, vous l'avez mentionné plusieurs fois dans vos analyses, que ce soit sur les indices européens ou américains, c'est l'euro-dollar. Qu'est-ce qu'on peut regarder du coup de l'euro-dollar ? Alors l'euro-dollar, j'étais baissier depuis le début de l'année à 1,25 pour viser 1,15. On a fait 1,15,10 et là maintenant, depuis 1,15, donc comme je le disais depuis la semaine passée, lorsqu'on arrive effectivement sur une zone maintenant de support très très importante entre 1,15 et 1,16, tout simplement maintenant je privilégie les achats autour de cette zone. Donc là à l'instant, l'euro-dollar vient de passer au-dessus de 1,17. On est sur des zones support. L'euro-dollar a bien baissé. Alors il y a eu des raisons, je dirais un petit peu macroéconomiques, qui permettaient de justifier ce mouvement baissier où tous les opérateurs qui étaient à l'achat à 1,25 et qui visaient 1,30 en juin finalement ont dû se raviser. Maintenant qu'on arrive sur une zone support, que l'euro-dollar est passé de 1,25 à 1,15, tout simplement, je privilégie les achats. Alors, privilégier les achats jusqu'où? J'ai comme objectif vraiment éventuellement d'ici, on va dire, la fin de la semaine prochaine, pourquoi pas 1,18, 1,18,30. Je ne pense pas qu'on ait vraiment de raison fondamentale d'aller bien plus haut. Donc ce serait vraiment un objectif très intéressant pour alléger les positions acheteuses pour ceux qui sont à l'achat. Ou alors, pour les plus offensifs, effectivement, autour de cette zone de 1,18, pourquoi pas privilégier les positions vendeuses, tout simplement parce qu'on est dans une tendance baissière depuis la fin du mois d'avril pour viser cette zone des 1,16, 1,15. Par contre, c'est vrai que lorsqu'on arrive sur cette zone des 1,15, en termes de timing d'intervention, en termes de ce qu'on appelle de risk-reward, c'est-à-dire de potentiel par rapport au risque que l'on prend sur la position, c'est vrai que c'est vraiment pas intéressant d'être positionné vendeur autour des 1,16, 1,15. Donc encore une fois, moi, je privilégie véritablement, dès qu'on revient sous 1,16, 1,15 sur l'euro-dollar, privilégier les positions acheteuses avec des objectifs, comme je le disais, pas forcément très ambitieux, 1,18, éventuellement 1,19, mais je pense pas véritablement que l'euro-dollar ait les moyens d'aller jusqu'à 1,19 pour le moment. On a toujours une pression vendeuse, bien évidemment, liée à l'Italie notamment. Donc là, on verra effectivement également toujours par rapport au NFP de demain à 14h30. Il y aura très certainement un impact, encore une fois, que ce soit sur les indices, mais également sur le dollar américain, encore une fois par anticipation, pourquoi pas, de raffermissement peut-être encore plus fort de la politique monétaire de la Fed, je rappelle qu'il est quasiment à son objectif d'inflation de 2%, donc ça va véritablement avoir un impact de savoir si les salaires progressent, puisqu'on a eu également, alors on en parlera peut-être tout à l'heure, mais le pétrole qui a énormément progressé ces derniers mois, donc ça va avoir un impact également sur la consommation, notamment aux États-Unis. Donc pour le moment, sur l'eurodoll, entre 1,16 et 1,15, je cherche des achats. Vers 1,18, j'allège, voire même j'ai des stratégies baissières vendeuses de manière offensive pour viser toujours sa zone des 1,17, 1,16. Je ne pense pas qu'au terme de ces prochaines semaines, l'euro-dollar ait la capacité de sortir de cette zone un peu de range entre 1,18 et 1,15. Là, on est au milieu du range. Est-ce qu'on achète maintenant 1,17 pour viser 1,18? Je ne pense pas, parce qu'en termes de ratio potentiel sur risque, ce n'est pas forcément intéressant. Donc là, encore une fois, plutôt exploiter les accélérations haussières pour se placer vendeur et les accélérations baissières pour se passer acheteur sur l'euro-dollar. Et alors le pétrole maintenant, Xavier, ce fameux baril de Brent qui a connu des hauts et des bas ces dernières semaines, notamment avec l'annonce de l'OPEP et des autres pays producteurs de pétrole de potentiellement augmenter les quotas de production. Oui, alors j'étais la semaine dernière, à la même heure, même jour, avec Anne-Laure sur TV Finance, justement, où je disais que il fallait, moi je privilégiais uniquement les stratégies vendeuses. Alors
sur le Brent, mais surtout sur le WTI qui sous-performe d'ailleurs son homologue le Brent. Donc plutôt sur le WTI, c'était autour justement des stratégies short sur la zone des 72 $. Donc maintenant qu'il a perdu 10%, effectivement, on a atteint des zones de support, en tout cas des zones d'objectif sur ces perspectives short. Pour autant, on est toujours dans une pression baissière, que ce soit sur le Brent ou sur le WTI. Encore une fois, avec une préférence d'être plutôt baissier sur le WTI parce qu'il sous-performe, c'est-à-dire qu'il baisse plus vite quand le pétrole baisse. Vous avez le WTI qui baisse de manière plus forte que le Brent, et inversement, quand le Brent augmente, vous avez le WTI qui monte de manière moindre. Donc il y a moins de risque finalement d'être positionné vendeur sur le WTI que sur le Brent. Donc sur le WTI, encore une fois, là maintenant on arrive sur une zone de résistance vraiment très importante. Depuis hier justement, je cherche plutôt des stratégies vendeuses sur le WTI autour de la zone des 69 $. Alors on n'a pas atteint encore cette zone des 69 $, peut-être d'ailleurs qu'on n'ira pas, en tout cas d'ici cette fin de semaine, mais dans la mesure où on a plutôt une pression baissière depuis le début de la semaine sur le WTI ou sur le Brent, je privilégie plutôt les ventes sur rebond, encore une fois. Alors pas avec des objectifs vraiment très ambitieux, mais clairement la zone de cours actuelle, pour moi, c'est véritablement pas une zone d'achat privilégié. Sur le Brent, je reviendrai éventuellement à l'achat si on arrive autour de la zone des 74 $ sur le Brent. Et sur le WTI, c'est plutôt autour de la zone des 64 $. Mais tant qu'on ne revient pas sur cette zone support vraiment très technique, très importante, je privilégie plutôt à très court terme les stratégies vendeuses. Et alors Xavier, pour finir, l'or, dans ces périodes d'incertitude politique, est-ce que du coup c'est une valeur refuge ou une valeur sur laquelle il y a des choses à faire aujourd'hui ou même dans les jours qui viennent ? Alors, il ne s'est pas passé grand-chose depuis 2 semaines sur l'or. On était vraiment dans une latéralisation à plat assez rare, pour être souligné, autour des 1290 $ sur l'or. Et là, on a une petite impulsion haussière qui est en train d'être réalisée au-dessus des 1300, 1305 $. Donc là, effectivement, comme vous venez de le dire, peut-être que le marché, les opérateurs sont en train de se réfugier un petit peu sur l'or. Alors, c'est toujours très léger, puisque on voit sur l'or, d'ailleurs, lorsqu'on a des accélérations haussières, elles sont quand même rapidement invalidées. Il n'y a pas véritablement de flux, mais c'est vrai que sur l'or, j'ai plutôt effectivement tendance à être acheteur autour de la zone de cours actuelle. Le problème que j'ai, c'est que sur cette zone des 1300, 1305 $, c'était une zone support. Depuis le début de l'année 2018, on est passé en dessous, on a accéléré, on s'est stabilisé, on a fait un pullback, c'est-à-dire un retour des cours sur cette précédente zone support. Et là, on est en train de travailler cette précédente zone support qui fait office de résistance. Le problème, c'est qu'en termes de timing d'intervention, c'est pas vraiment très intéressant parce que le potentiel sur l'or, à court terme, ça peut être en effet 1320 $, mais je pense pas que l'or ait vraiment les moyens d'aller beaucoup plus haut pour le moment. On a eu une pression vendeuse qui s'est mise en place depuis la moitié du mois d'avril, mais là, voilà, on est en train de revenir un petit peu, sur des niveaux intéressants pour acheter l'or. Et j'attendrai plutôt vraiment dans une optique moyen terme l'or, éventuellement un excès baissier en dessous, des 1280 $. Voilà, donc on en est encore un peu loin. Si jamais on passe effectivement sous cette zone des 1290, 1280 $, ce serait pour moi une opportunité d'achat dans une optique de moyen terme. Là, aujourd'hui, en tout cas, sur l'or, on est véritablement dans une tendance plutôt haussière. Donc, je privilégie les achats autour des 1300, 1305 $, mais vraiment avec un money management très strict, très rigoureux, avec des stratégies vraiment d'invalidation et vraiment très court-termistes, pour viser éventuellement 1310, peut-être 1320 d'ici la semaine prochaine, mais je ne pense pas qu'on aille bien plus haut. Donc j'attendrai vraiment dans une optique, encore une fois, de moyen terme, plutôt les 1280 $ pour revenir à l'achat de manière beaucoup plus sereine sur l'or. Pour les plus court-termistes, vraiment les spécialistes de l'intraday, vraiment privilégier les achats dans la zone de cours actuelle, 1310, voire 1320 par extension, mais pas vraiment des objectifs beaucoup plus ambitieux pour le moment. Merci beaucoup Xavier pour cette analyse très complète du coup des indices européens mais aussi des indices américains, de l'euro-dollar, du pétrole et de l'or qui n'ont plus de secret pour nous ce matin. Merci Xavier, je rappelle donc que vous êtes associé chez Interactive Trading.